Alors il nous reste à appliquer ce théorème de Greenhouse-Rogatsky aux lois donnant le flux du champ électrique et du champ magnétique pour arriver aux lois locales sur la divergence du champ électrique et du champ magnétique. Alors commençons par le champ magnétique parce que c'est le plus simple. Alors dans le chapitre précédent, on est allé rapidement et donc on a admis que le champ magnétique, quelle que soit la source, eh bien à partir du moment où je définissais une surface fermée, eh bien le flux du champ magnétique à travers cette surface fermée est forcément nul. Donc on dit que le champ magnétique est un flux conservatif. Donc, à partir de cette loi macroscopique, on va écrire la loi locale. Donc, utilisons Greenhouse-Rogatsky. On a vu que le flux à travers une surface fermée, c'est égal à la somme sur le volume entouré par la surface fermée de la divergence du champ fois des taux, donc en chaque point M du volume entouré. Donc du coup, je transforme avec Greenhouse-Rogatsky le terme de gauche, on arrive à ça, et le terme de droite, ça reste 0. Ensuite, la surface S, elle est absolument quelconque. Donc pour que l'intégrale sur la surface absolument quelconque soit nulle, eh bien il faut en fait que ce qu'on intègre soit identiquement nul partout. Donc on arrive à la loi locale qui dit que la divergence du champ magnétique est forcément nulle. Le champ magnétique ne diverge pas. Alors on voit que cette loi locale, elle n'est absolument pas liée aux sources. La source, je vous rappelle, c'est le courant, donc la loi locale devrait être liée à J. Donc ici, c'est une des deux lois locales sur le champ magnétique, et c'est la loi locale qui est uniquement structurelle. Ça donne juste une indication sur ce qu'est le champ magnétique et ce qu'il ne peut pas être. Ce sera notamment important pour la forme des ondes électromagnétiques. Alors prenons un exemple très simple. Imaginons que dans un problème, on ait trouvé que le champ magnétique créé est cette forme-là, 4 fois x sur a dans la direction ux. Exprimons la divergence. Donc on est en coordonnées cartésiennes, donc la divergence, c'est la dérivée partielle de bx par rapport à x, plus la dérivée partielle de la composante de b selon y sur dy, plus la dérivée partielle par rapport à z de la composante du champ magnétique selon z. Ici, donc, le champ magnétique n'est que dans la direction ux, donc il n'y a qu'une composante bx, pas de composante by, pas de composante bz, et cette composante bx, je la connais, c'est 4x sur a. Donc je fais la dérivée partielle par rapport à x de 4x sur a. Le résultat, c'est 4 sur a. Donc on a la divergence de ce champ qui vaut 4 sur a. Or, ce qu'on vient de voir, c'est que le champ magnétique est forcément à divergence nulle. Donc, la conclusion de ça, c'est que ce champ ne peut pas être un champ magnétique. Alors maintenant, voyons le flux du champ électrique. Donc le flux du champ électrique à travers une surface fermée, c'est le théorème de Gauss. Donc démontrons comment s'écrit le théorème de Gauss de manière locale. Alors on reprend à peu près le schéma du chapitre précédent. Donc ici en grisé, on a une source chargée donc qui crée partout un champ électrique. Donc ici, pour ne pas surcharger la figure, j'ai fait que 2 vecteurs champ électrique. Et donc à nouveau, comme pour le théorème de Greenhouse-Rogatsky, on fait bien la différence entre les points N qui composent la surface virtuelle de Gauss et les points M qui composent le volume entouré par la surface de Gauss. Donc le théorème de Gauss, c'est le flux à travers la surface virtuelle de Gauss est égal à la charge entourée par cette surface sur epsilon 0. Donc comme on a fait précédemment, on va transformer ce terme de gauche avec Greenhouse-Rogatsky et on va voir ce que ça donne. Et ce que ça donne, ça va être intéressant en transformant également le terme de droite. Alors, la charge intérieure, on peut la considérer comme étant la somme de toutes les petites charges au niveau de tous les points M. Donc, la charge intérieure, c'est la somme sur tout le volume, tous les dq au niveau des points M. Or, dq, lorsque la source est décrite de manière volumique, donc sans modélisation, dq, c'est ρ fois d taux. Et enfin,
epsilon 0 étant une constante, je peux le rentrer. Donc il reste la somme sur tout le volume, volume entouré par SG, de ρ au point M sur epsilon 0 fois d taux au point M. Alors ensuite, le terme de gauche, donc on utilise Green-Swirsky, le flux à travers la surface de Gauss est égal à la somme sur le volume entouré par la surface de Gauss de la divergence du champ électrique en chaque point M fois le volume élémentaire qui entoure chaque point M. Donc quand je remplace terme de gauche et terme de droite, eh bien voilà ce qu'on obtient. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la surface de Gauss. Donc, pour que ça soit tout le temps vrai, quel que soit taux G, eh bien, il faut que ce qui est intégré soit la même chose. Et donc, on arrive à, donc je vais écrire au-dessus, divergence de E en chaque point M fois d taux en chaque point M est égal à ρ en M sur epsilon 0 fois d taux en M. D'où divergence de E en chaque point M doit être égale à la densité volumique de charge en chaque point M sur epsilon 0. Et ça doit être vrai en chaque point M. Donc voilà l'écriture locale du théorème de Gauss. Donc en chaque point M, on sait que sa divergence du champ électrique doit être égale à la densité de charge en ce point sur epsilon 0. Alors attention, l'erreur classique, c'est ici j'ai la source. Imaginons j'ai un point M qui soit ici. Donc il y a évidemment de la charge ici. Mais par contre, si j'écris la divergence de E au point M, en ce point M, il n'y a pas de charge. Donc en ce point M, la divergence est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de champ. Surtout pas, puisque ici il y a une source. Donc forcément, il y a du champ dans tout l'espace. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'en ce point M, le champ électrique est tel que, si j'entoure le point M d'un petit cube, eh bien il rentrera autant de champ électrique qu'il en sortira. Voilà ce que ça dit. Et si je prends un point M' qui est là, et bien là par contre, on va avoir divergence de E en M', qui lui est différent de 0, qui va être égal, par exemple, je ne sais pas si la densité est uniforme, qui va être égal à ρ0 sur epsilon 0. Donc attention, c'est une relation locale, donc il faut bien prendre le champ au point M et la densité au point M. Alors, je passe sur la méthode d'utilisation assez rapidement. Donc, comme on avait déjà vu pour le théorème de Gauss, soit on le lit de gauche à droite, soit on le lit de droite à gauche. Donc, si on le lit de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on connaît le champ électrique, par exemple en le mesurant, on calcule la divergence et ça nous donne ρ en chaque point M. Donc, ça nous donne la description de la charge. Nous, dans ce chapitre, on va plutôt faire le contraire. On va supposer qu'on connaît la source, donc on connaît ρ en chaque point M. Donc, on connaît la divergence. Et en fait, à partir de la connaissance de la divergence de E, on va essayer de trouver E. Et ça va être possible dans des cas particuliers lorsque on sera capable de connaître certaines propriétés du champ électrique, c'est-à-dire sa direction et de quelle variable il dépend. Et on verra que ce sera possible uniquement si le champ a une direction précise et une variable uniquement dont il dépend. Voilà, j'avance, et on va voir sur un exemple comment ça marche. Simplement, remarquons qu'il y a juste un problème, c'est que le théorème de Gauss local va donner une relation entre la dérivée du champ électrique par rapport à une des variables en fonction de ρ. Et donc si on connaît la dérivée, on va intégrer, et donc on va connaître le champ électrique à une constante près. Et donc pour déterminer cette constante, on va être obligé de connaître le champ électrique au moins en un point. Donc il va falloir être capable de connaître le champ électrique en un point en anticipant. Et donc, on le verra, dans les exemples qu'on peut traiter, eh bien, le champ sera nul en un point très particulier, ou alors on sera capable de déterminer la valeur du champ dans une zone grâce à des relations de passage, donc ça c'est ce qu'on verra tout à la fin. Alors on va commencer par l'exemple le plus simple, qui est l'exemple de la boule chargée. Donc partout ici,
j'ai une densité ρ0, donc la boule est chargée de manière uniforme. Et ici, j'ai rien, j'ai le vide. Et donc, on va trouver le champ électrique partout, comme avec le théorème de Gauss macroscopique. Alors, évidemment, il va y avoir deux zones, des choses très différentes entre cette zone et cette zone. Ici, on va commencer par la zone de la boule, pour la bonne et simple raison que c'est dans cette zone qu'on va être capable de trouver une valeur particulière du champ. Donc, par symétrie, au centre, eh bien, le champ va être nul parce que il y a autant de charges partout autour, et donc le champ électrique créé par toutes les charges, enfin tous les champs électriques sont compensés. Alors, donc la méthode d'utilisation de Gauss local, c'est on commence par faire un schéma avec tout ce qu'il faut. Ça, c'est comme d'habitude. On choisit évidemment un repère adapté. Ensuite, on utilise les invariances de symétrie. Ça, c'est ce qui va nous permettre de trouver les particularités sur le champ électrique. Et on essaye de trouver si le champ est nul. Ensuite, on exprime la divergence. Et ensuite, une fois qu'on a la divergence, donc on l'a simplifiée avec la dérivée partielle, d'une composante par rapport à une des variables, eh bien on applique Gauss, donc on résout cette équation en utilisant la valeur particulière du champ en un point. Alors, le théorème de Gauss local est intéressant parce qu'il nous permet de ne pas avoir à définir une surface de Gauss. Par contre, la petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on a une constante à déterminer. Parfois, ça peut être un petit peu embêtant. Alors, allons-y, donc, résolvons cet exemple. Alors, j'ai pas encore fait le schéma avec tout ce qu'il faut, donc je reviens en arrière. Donc ici, je passe un point M, tac. Le repère adapté, c'est évidemment le repère sphérique. Voilà. Ok, alors, invariance symétrie, allons-y. Les invariances, eh bien, comme d'habitude, c'est selon phi et θ, donc on peut faire tourner le point M avec une variation de phi et θ, ça ne change rien au problème, donc il y a invariance. Donc le champ électrique ne dépend que de la distance au centre. Ensuite, les plans de symétrie, bon, on l'a déjà fait précédemment, donc je vais un petit peu vite. Les plans de symétrie qui passent par M, on a O, ER, Eθ et O, ER, Eφ. Donc, le champ électrique a une direction qui est la direction commune à ces plans de symétrie, donc c'est la direction ER. Donc le champ électrique, il est uniquement selon ER. Donc, conclusion de ça, c'est que le champ électrique au point M n'est que selon la direction ER et qu'en plus, sa composante n'est fonction que de la variable R. Ensuite, le champ au centre, eh bien, il est nul. Alors, soit on le voit intuitivement comme on l'a fait tout à l'heure, soit on peut le voir avec les plans de symétrie. En effet, tout plan qui passe par O est plan de symétrie. Si on prend le point O, vous pouvez couper la boule de n'importe quelle manière, ça la coupe de manière symétrique. Or, aucune direction n'appartient à tous les plans de symétrie. Donc, puisqu'il n'y a pas de direction commune, eh bien, le champ électrique ne peut être que nul. Alors ensuite, donc, exprimons la divergence. La divergence, elle est un petit peu plus compliquée en coordonnées sphériques, mais on a la chance d'avoir la composante Eθ et la composante Eφ qui sont nulles toutes les deux. Donc à ce moment-là, la divergence, elle se simplifie uniquement en la dérivée partielle de la composante ER par rapport à R. Donc les deux autres sont nuls. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est parce que Eθ est nul et Eφ est nul. Le champ n'est que dans la direction ER. Alors non, je ne crois pas que ça soit bon. Je crois plutôt que c'est... Je crois que j'écris une bêtise. Il faudrait que je regarde
le formulaire, mais ça doit plutôt être quelque chose comme ça. La divergence en coordonnées sphériques. Excusez-moi. Ok, et donc ensuite, on utilise Gauss local. Sauf que Gauss local dit que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et donc ici, ρ dépend d'où on est, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc commençons par m à l'intérieur. Donc à ce moment-là, ρ de m est égal à ρ0. Donc divergence de E, si je ne me suis pas trompé, donc c'est 1 sur r carré fois la dérivée de r carré ER par rapport à R, donc est égal à ρ0 sur epsilon 0. Alors, je fais passer r carré de l'autre côté. Donc fois r carré. Alors ensuite, on pourrait avoir envie de développer la dérivée de r carré ER, puisque j'ai u fois v, la dérivée de u fois v. En fait, je ne vais pas le faire parce que sinon j'obtiendrai une équation différentielle très compliquée. Au contraire, je vais plutôt intégrer par rapport à R en gardant ce groupe R carré ER. Donc j'intègre par rapport à R, j'obtiens R carré ER est égal à ρ0 sur epsilon 0, R3 sur 3, plus constante. Et ici, cette constante, je vais la déterminer grâce à ce que je sais en R égale à 0. Donc en R égale à 0, je sais que donc ça fait 0 au carré, je sais que le champ est nul, fois 0, est égal à blablabla fois 0 au cube, plus k. Donc on obtient que k est égal à 0. Et donc on en déduit que ER à l'intérieur, c'est égal à ρ0 R sur 3 epsilon 0. Maintenant à l'extérieur, bon là j'ai laissé trop de place, à l'extérieur on a donc divergence de E qui est égale à 0, puisque à l'extérieur il n'y a pas de charge, ce qui donne 1 sur R2 fois la dérivée de R de ER par rapport à R est égal à 0. Je fais passer ça de l'autre côté, donc ça se simplifie. J'intègre par rapport à R, ça fait R carré ER est égal à K, donc ER est égal à K sur R carré. Et donc ici, il faut que je trouve cette constante K. Pour la trouver, je vais utiliser la continuité. Donc je vais utiliser la valeur particulière de R égale grand R. Donc ici, il n'y a aucune raison que le champ soit discontinu vu que on a une description volumique. Donc le champ électrique doit être le même lorsque je prends un point M qui tend vers la surface, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur. Donc je peux utiliser cette expression-là, puisque là on est à l'intérieur, et là on est à l'extérieur. Donc ici, j'utilise ça, fait K sur grand R carré, et ici, donc j'utilise ce qu'on a trouvé auparavant, c'est-à-dire ρ0r sur 3 epsilon 0, donc ρ0 petit r, mais attention ici, petit r c'est grand R. Donc ça fait ρ0 fois grand R sur 3 epsilon 0. Ça me permet de trouver K. Donc on a K, et donc on peut en déduire ainsi le champ électrique n'importe où à l'extérieur. Donc c'est K sur petit r au carré, donc ρ0 r cube sur 3 r carré epsilon 0. Et donc si on exprime le tout avec grand Q, donc grand Q on l'a déjà fait dans un chapitre précédent, grand Q c'est ρ0 fois le volume, donc 4 tiers de pi grand R cube. Et donc, quand vous remplacez ρ0 par grand Q sur 4 tiers de pi r cube, eh bien, on arrive à ça. Donc on arrive bien à la bonne expression du champ électrique, comme on avait trouvé avec Gauss intégral.